Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui des énergies renouvelables et notamment sur le plan boursier. C'est un segment de marché qui souffre et qui a souffert depuis des mois et des trimestres maintenant. Nous faisons le point avec Carmine Defranco, responsable de la recherche chez Osiam. Bonsoir Carmine. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup. Bon, j'allais dire, inutile de rappeler l'intérêt des énergies renouvelables, mais si, rappelons l'intérêt quand même des énergies renouvelables. On parlera de la dimension boursière, mais sur le plan économique, environnemental et sur le plan de la souveraineté, il y a quand même des drivers toujours très puissants derrière l'idée d'investir dans les énergies renouvelables en 2024, Carmine. Sur le plan environnemental, c'est très clair. Donc, les scénarios nous poussent à électrifier tout, que ce soit le transport, l'immobilier, l'industrie. Bon, c'est bien d'avoir plein de voitures électriques. Si l'électricité qu'on en produit est toujours tirée du charbon, ça ne va pas arranger les choses. Et donc, du coup, l'idée, c'est d'avoir un système électrique 100% renouvelable. Donc ça, c'est vraiment le but. Les scénarios des accords de Paris parlent avec des milestones très clairs. Et après, d'un point de vue de souveraineté, on parle de la souveraineté alimentaire. Il faut rappeler, surtout en Europe, qu'on n'a pas, malheureusement, Mère Nature ne nous a pas doté de beaucoup de ressources. Donc du coup, l'idée de pouvoir être quelque peu indépendant, ou en tout cas d'avoir des marges de manœuvre pour ne pas dépendre exclusivement des pays du Moyen-Orient plutôt que la Russie ou alors même des États-Unis, c'est un volant industriel aussi important qu'il faut saisir. Donc de ce point de vue, le secteur est stratégique à la fois d'un point de vue industriel qu'environnemental. Est-ce que c'est un renforcement du cas d'investissement d'avoir aujourd'hui ces deux drivers, le driver écologique environnemental et en même temps ce driver de l'indépendance énergétique? Parce que quand on n'a qu'un seul moteur, c'est vrai que le jour où le moteur est un peu fatigué, ou l'appétit pour la transition, pour je ne sais pour quelle raison, on peut en trouver 1000, mais le jour où l'appétit pour la transition est peut-être un peu moins fort, il y a quand même le driver de l'indépendance derrière. C'est toujours mieux. Et d'ailleurs, c'est un peu étonnant que, même si on regarde les chiffres, j'ai regardé, en 2023, on a doublé, on a fait plus 50%, et sur certains créneaux, on a même doublé le nombre d'installations. Donc on a un trend qui est très très fort. C'est un secteur qui croît, en termes de production et de capacité installée, qui croît à deux chiffres, à 20-25%. Il y a l'aspect souveraineté, donc qui veut dire les gouvernements, les financements, les aides, les subventions. Et pourtant, quand on le regarde en bourse, on se dit, est-ce que c'est un secteur, c'est une technologie qui est morte, où il n'y a plus d'intérêt, il n'y a plus de flux? Comment se fait-il qu'il y a ce tel découplage entre, d'une part, une thématique très claire sur laquelle il y a aucun doute. Enfin, aux États-Unis, l'État qui produit le plus d'énergie renouvelable, c'est le Texas. Donc, quand on dit ça, et d'autre part, on se dit qu'on est très souvent polarisé sur le sujet de durabilité, on comprend que là-dessus, il n'y a pas de doute sur la voie menée. Et pourtant, d'un point de vue boursier, les résultats ne sont pas là. Et les 12-18 mois ont été, à dire peu, catastrophiques. Comment ça s'explique, Carmine, cette dissonance majeure qu'il y a entre ce que nous disent les marchés boursiers de ce secteur et, effectivement, ce qu'on a décrit et de la nécessité d'avancer de toute façon et de continuer à investir plus que jamais sur ce secteur. C'est bien de distinguer le plan à moyen court terme et le plan long terme. Enfin, le plan long terme, on le disait, c'est un trend qui est inarrêtable. Donc moi, personnellement, je ne conseille jamais de lutter contre les trends séculaires inarrêtables, puisque en général, on finit pour se faire mal. Donc c'est un peu comme aller contre une banque centrale. Mais d'un point de vue de un peu plus à court ou moyen terme, c'est vrai que ces derniers 12-18 mois, qu'est-ce qu'on a connu? Alors, une hausse des taux qui était très très importante. Or, hausse des taux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous avez à disposition du cash qui vous fait 5%, des bonds à 1 ou 2 ans qui vous font à peu près 5%, et ben du coup, toute autre opportunité d'investissement devient relativement moins intéressante. Et surtout sur les projets d'énergie renouvelable, on parle des projets dans lesquels le coût upfront, donc le coût aujourd'hui est très important, qu'il va falloir financer, et on peut espérer un stream de revenus récurrents dans les années à venir. Donc c'est un actif avec une duration très longue. Et donc ça, malheureusement, les taux d'intérêt jouent. Ça n'a pas aidé. Contre. Je rappelle en plus, donc ça c'est un problème beaucoup plus aux États-Unis, même si ça affecte l'Europe. Aux États-Unis, il y a 12 000 projets d'énergie renouvelable qui attendent d'être plugués, d'être branchés au réseau. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour l'investisseur qui a mis l'argent, il va devoir attendre en moyenne 5 ans avant que son projet puisse être rentable. En tout
tout cas puisse commencer à générer des cash flows. Donc 5 ans à 5%, eh ben, vous voyez tout de suite que la décote Bien sûr, commence à être ça coûte très cher. Donc il y a eu des aménagements, notamment aux États-Unis, la commission fédérale qui règle un petit peu tout ça, il a changé un peu les règles du jeu. Parce qu'avant, ce qui s'est passé, c'était un peu... Il y avait aussi un côté spéculatif. C'est que le premier arrivé, le premier servi. Ça veut dire que si vous avez devant vous un projet qui tient pas la route, les financements sont pas bons, ben, vous perdez du temps. Et il y avait aussi un côté spéculatif dans la mesure où des investisseurs ou des spéculateurs se mettaient dans la queue, ils faisaient un petit peu le premier travail pour ensuite revendre leur place. Donc aujourd'hui, tout ça, ça va changer, ça commence à être changé. L'IRA de Biden apporte de l'argent pour pouvoir quelque part écrimer un petit peu ces deux backlogs de dossiers. Donc je pense qu'on est plutôt dans une phase où la correction a été actée, il n'y aura plus de je comprends. Enfin, on n'en sait pas, mais le marché espère qu'il n'y en aura plus. Donc du coup, on pense être plutôt vers un point bas, ou en tout cas, le marché retrouve un petit peu ça saignit un petit peu de ce point de vue. La question de la rentabilité des projets, elle est tranchée aussi de ce point de vue-là. C'est-à-dire que quand c'était free money et que les taux étaient à zéro, bah, évidemment, vous le disiez, n'importe quel voilà, avec des taux à peut-être demain, je sais pas, à 4% pour des taux directeurs de la Fed, ou voilà, les installateurs, ceux qui designent aujourd'hui effectivement ces projets, s'y retrouvent en termes de rentabilité avec les prix de sortie qui sont proposés. Ils n'ont pas le choix. Alors, le prix de sortie, c'est toujours un peu délicat parce que c'est pas un produit qu'on peut vendre au prix de marché. C'est un produit qui est plus ou moins régulé. Les prix d'électricité se négocient avec le régulateur. Dans une période électorale, ou en tout cas une période inflationniste, c'est toujours très difficile pour les opérateurs de faire passer des hausses de prix sur un sujet très délicat. On le sait, on le voit en France aussi. Et donc, du coup, les opérateurs doivent faire très attention au fait que leur prix de revente va être bloqué pendant un certain nombre d'années. Donc, ils doivent être très, très sharp sur l'implémentation. Et d'ailleurs, même des gros acteurs, on pense par exemple à Ørsted, le Danois, ils ont dû annuler certains projets aux États-Unis puisqu'ils ne s'y retrouvaient plus sur les conditions de financement. Bien sûr. Donc, c'est toujours un bon signe quelque part. Ça veut dire que quelque part, on arrive avec des projets sains. Et donc, aujourd'hui, par exemple, la tendance des grandes méga caps américaines, la tech, de vouloir sourcer 100% de leur électricité green, fait qu'on va vers un modèle où l'opérateur de projet va pouvoir vendre dès aujourd'hui l'électricité au client final, Amazon plutôt que Microsoft ou Google. Et donc, du coup, ça permet de sécuriser des conditions de financement plus intéressantes. Donc, on est dans un modèle dans lequel il va falloir être très sélectif sur les projets. On ne pourra pas installer partout où on veut de l'éolien, parce que ça coûte cher, ou des solaires, même si les taux de croissance sont encore plus forts. Aujourd'hui, le monde produit 29% d'électricité issue du renouvelable. Aussi, à 2030, on sera à 40-45%. Donc, moi, ceux qui disent on n'y sera pas, on n'y arrivera pas, on a déjà fait la moitié du schéma. Donc, et il y a beaucoup de projets qui nécessitent le branchage dans le réseau de transmission. Et les pouvoirs publics ne capitulent pas sur ce... Enfin, capitulent pas, non, évidemment. Mais je veux dire, restent focalisés, même aux États-Unis. Vous prenez des exemples américains, alors que le discours un peu ambiant, c'est de dire, non mais les États-Unis, ça y est, le pétrole est au max, on produit du pétrole, on est les premiers producteurs de pétrole du monde, et peut-être que si c'est Trump demain encore, il y aura plus de permis, etc. Et puis on fera en sorte que les projets IRA soient mis... Mais c'est pas du tout ce que vous décrivez aujourd'hui. Les plus grands... Donc le focus des pouvoirs publics, il change pas quand même. Alors, l'attention des pouvoirs publics est certes un bien limité. Donc aujourd'hui, entre les crises géopolitiques, l'inflation, etc., en revanche, les objectifs à long terme sont très clairs. Et même en France, on l'a vu, le gouvernement a annoncé des plans ambitieux sur le solaire. Après, on pourra toujours discuter, est-ce que c'est bien ou pas que les panneaux solaires soient essentiellement fournis et sourcés en Chine. Ça, c'est un autre sujet. Mais sous l'idée de se doter d'un appareil électrique qui soit à 100% renouvelable, si on y arrivera peut-être un jour, plus du nucléaire éventuellement, c'est un objectif sur duquel on ne déviera pas. Donc, de ce point de vue, je pense que le secteur pourrait éventuellement retrouver un peu de la couleur, sachant que de toute façon, on n'aura pas le choix. Oui. Après, c'est quand même important, même pour l'investisseur, de savoir si la France ou l'Europe s'électrifie sur la base de panneaux solaires chinois, ou si on est capable aussi de construire l'ensemble de la chaîne de valeur. Où est-ce que l'investisseur va capter le plus de valeur dans la chaîne, justement, qui va jusqu'à l'installation de l'éolienne, du panneau solaire final. Moi, sur ce sujet, donc j'ai une opinion un petit peu contrariante. Je me dis que si le gouvernement chinois a envie de subventionner le consommateur européen avec des panneaux pas chers, bon, on va pas lui dire non. Parce que, fondamentalement,
Le panneau solaire, une fois que vous l'avez installé, ou l'éolien en mer, vous l'avez installé, pendant 20 ans ou 30 ans, quelle est son durée de vie, et ben, du coup, il n'y aura pas un effet de pression que le gouvernement chinois pourrait faire vers le consommateur. Ouais, je comprends. Effectivement, c'est un peu un one-off, quoi. Voilà, on ne pourra pas les remplacer. En revanche, là où il va falloir faire attention, c'est sur les technologies de demain. Donc, par exemple, est-ce que les réseaux électriques, il faudra les gérer avec 100% de technologie maîtrisée? Oui, bien sûr. Est-ce que sur les panneaux solaires, c'est moins stratégique? Donc, je pense que le débat... Ouais, je comprends. Entre les deux sujets... Il ne faut pas perdre de temps avec... Pas sur ça. Donc, ce qui est un peu de base, quoi, d'une certaine manière, pour il y a le contenu projet technologique, l'avancée et la valeur ajoutée qu'on peut avoir sur un panneau solaire aujourd'hui est très limitée. Je préfère, si on a des moyens, je préfère les concentrer sur la fusion nucléaire, plutôt que sur l'hydrogène vert. Et là où c'est, comme on dit, commoditized, bon, voilà, on va aller sur le plus efficace. Donc ça, c'est pas un point qui est très gênant aujourd'hui. Ouais. Et pour résumer, alors, j'entends pas se mettre contre les méga-trends, ça c'est sûr, ça reste un méga-trend. Du point de vue boursier, c'est déjà une fenêtre de tir, une opportunité d'investir ou de réinvestir ce secteur. On a beaucoup parlé de cette bulle verte, voilà, vous l'avez raconté, qui a explosé avec la violente remontée des taux. Est-ce qu'il faut attendre la prochaine décision de la Fed pour se dire, tiens, je réinvestis dans le secteur, ou est-ce qu'il y a quand même une logique, ne serait-ce que de valorisation, qui permet aujourd'hui à l'investisseur long terme de repartir? Moi, je donnerais 3 éléments très, très rapides. Alors, le premier, c'est pour celui qui n'y croit pas, mais il pourrait se dire, bon, voilà, mon scénario, c'est des baisses des taux, donc ça, ce sont des actifs avec... duration longue. Donc, bon, ça ne pourra pas faire de mal. Ça peut être un play, baisse de taux. Voilà. Deuxième point, c'est on a beaucoup entendu parler de les portefeuilles ESG, labellisés, pas labellisés, le greenwashing. Bon, là, il n'y a pas vraiment beaucoup de doutes, c'est le cœur de la matière. Donc, au moins, on peut se dire, voilà, on est bien... Je suis sûr de l'impact. Oui, c'est ça. Et troisième point, c'est, bon... Ces derniers mois, c'est vrai qu'on a parlé beaucoup d'intelligence artificielle, et ChatGPT, etc. Peut-être que l'attention sur d'autres sujets un petit peu plus terre-terre, comme le changement climatique... Et oui, mais non. Mis de côté. Aujourd'hui, quand on voit le gap, ce secteur renouvelable, il est à moins 20 et les autres sont à plus 20. Moi, j'y crois beaucoup dans l'effet de retour à la moyenne à long terme. À moins 20, et quand un marché il est à plus 20 en relatif, on peut se dire qu'il y a un point d'entrée intéressant. Encore une fois, ce ne sont pas des actifs spéculatifs, on achète vraiment une dynamique de demain. Et donc, du coup, d'un point de vue long terme, encore une fois, c'est le méga-trend qui compte. Et là-dessus, à coup de se répéter, il n'y a pas de sujet sur la pertinence de ce secteur. Merci beaucoup, Carmine. Merci d'être venu faire pour nous le point, l'état des lieux du moment pour ce secteur des énergies renouvelables en bourse et les perspectives qu'on peut avoir effectivement pour ce segment de marché. Carmine De Franco qui était avec nous, l'invité de ce quart d'heure thématique de Smart Bourse, responsable de la recherche chez Osiam.